If you put me back in the White House, we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no, other than day one." In 2016, I declared, "I am your voice." Today, I add, "I am your warrior, I am your justice, and for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution, I am your retribution." En cette année d'élection présidentielle, Donald Trump est de retour, plus radical que jamais. Un vent réactionnaire souffle de plus en plus fort sur le pays et ses institutions. And breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol. Que ce soit sur le parvis du Capitole en 2021, plus récemment au sein du Congrès, avec le nouveau président de la Chambre des représentants, troisième homme le plus puissant du pays. The Bible is very clear that God is the one that raises up those in authority. He raised up each of you, all of us. Ou encore chez les juges de la Cour suprême qui reviennent sur les grands acquis sociétaux, l'avortement en tête. Ces victoires de la droite radicale sont l'aboutissement d'une stratégie réfléchie et mise en œuvre il y a plus de 40 ans, dès les années 80. Une stratégie imaginée par une minorité en mal de pouvoir. C'est une histoire de revanche. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. L'histoire d'une revanche, celle de la droite ultra-conservatrice qui, pour préserver son rêve américain, est prête à réveiller les démons de la sécession et à pousser le pays vers le chaos jusqu'à déstabiliser la démocratie. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que l'aile radicale du Parti républicain est devenue nihiliste. Ils veulent abattre le système. Je pense que nous sommes en pleine guerre civile froide. Toute la question, c'est quelle vision du monde va réussir à l'emporter. Comment cette droite minoritaire s'est-elle hissée au centre du jeu politique? Comment a-t-elle permis à Donald Trump de se maintenir au cœur du pouvoir? Et jusqu'où ira-t-elle dans une société déjà largement fracturée? Récit d'une conquête, celle de la droite radicale au cœur du pouvoir américain. Il y a deux façons de voir Trump et son mandat présidentiel. Soit on pense qu'il est une cause, que c'est lui qui a changé le parti, soit on le voit comme un résultat, comme le produit d'une évolution entamée il y a des décennies. Or, si on ne tient pas compte des 30 années avant lui, ça n'a pas de sens. On ne peut pas comprendre le phénomène. C'est difficile de définir un point de bascule. Pour certains, le Parti républicain a commencé à se radicaliser avec Reagan. Mais le changement de comportement, le rejet des codes qui prévalaient jusqu'alors, ça date de Gingrich. Newt Gingrich est l'un des premiers artisans de la radicalisation et l'une des figures les plus marquantes de la droite américaine. Son influence sur le Parti républicain commence au tout début des années 80, dans l'Amérique de Reagan. En 1980, Newt Gingrich est un jeune député. Il achève son premier mandat comme représentant de l'État de Géorgie. Et il a une passion pour Reagan. Il boit ses paroles. Il est très séduit par ses idées sur le pays. Cette Amérique de Reagan, si attirante, est une Amérique qui opère une révolution conservatrice. Le gouvernement n'est pas la solution, mais le problème. La prospérité est au coin de la rue, à condition de parier sur la foi et la famille et de se libérer du poids de l'impôt. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. Mais aux yeux de Newt Gingrich, alors jeune membre du Congrès, la révolution annoncée n'a pas tenu ses promesses. Le gouvernement est resté une machine trop puissante. Il veut finir le travail, quitte à rompre avec l'optimisme réganien.
La révolution conservatrice joue énormément sur la peur. Et Gingrich ne s'en prive pas. Il ne cherche pas à donner de l'espoir aux Américains, comme le faisait Reagan. Il dresse un portrait très sombre du pays. We read today about horrors that we would not have tolerated a generation ago. We put back on the street people who are brutal, vicious predators who we would not have allowed on the street a generation ago. In Georgia, the governor can build golf courses, but he can't find the money to open prisons. Across this country, we're told there's always more money for the politician's pork barrel, but there's not enough money to keep the predators off the street. Gingrich est l'un des pionniers de ce populisme conservateur dont va tant s'inspirer Donald Trump. The blood-soaked streets of our once great cities are cesspools of violent crimes. Now we are a nation in decline. We are a failing nation. Donald Trump va adopter cette méthode dès les débuts de sa campagne présidentielle. Il va suivre le manuel de Gingrich à la lettre. Gingrich est l'un des premiers, voire le premier homme politique au niveau national à avoir compris que la radicalité, l'agressivité et la brutalité, ça pouvait marcher. Qui allait franco, sans chercher à être réglo, ça faisait gagner. C'était payant politiquement. Pour cela, il révolutionne les pratiques politiciennes et transgresse tous les codes de bienséance habituels entre républicains et démocrates. En 1990, il fait distribuer aux candidats à l'élection législative de son camp un mémo confidentiel, sorte de guide pratique du nouveau combat politicien. Ces mots et ces expressions sont très puissants. Lisez-les, retenez-en le plus possible et rappelez-vous que, comme tout outil, ils ne seront utiles que si l'on s'en sert. Le langage de la politique devient celui de la guerre. Gingrich a fait circuler des éléments de langage pour désigner l'opposition, les démocrates et tous ceux qu'il ciblait en général. Il y avait les mots traîtres, corrompus ou des choses encore plus brutales. C'est un nouveau style politique qui exclut tout compromis, qui recherche la déstabilisation et diabolise l'opposition. Ce qui distinguait Gingrich de ses prédécesseurs, c'est qu'il n'avait aucune tolérance pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et qu'il était prêt à tout pour détruire l'opposition au sein de son propre camp, comme chez les démocrates. Il n'avait pas de limite. Mais Newt Gingrich avait commencé à imprimer sa marque bien plus tôt. En cette fin des années 70, les débats sont dorénavant filmés à la Chambre des représentants. Et la politique arrive dans les salons de tous les Américains. On this historic day, the House of Representatives opens its proceedings for the first time to televised coverage. The marriage of this medium and our open debate has the potential, Mr. Speaker, to revitalize representative democracy. Gentleman from Indiana. Newt Gingrich et quelques-uns de ses acolytes républicains se mettent à faire tous les jours des discours qui prennent totalement au dépourvu les autres politiciens. Ils affirment que les démocrates n'assurent pas la sécurité des citoyens, que les démocrates ne combattent pas le communisme, bref, que les démocrates mettent le pays en danger. Every time a communist movement battles an authoritarian U.S. ally, Democrats with radical views believe the promises of the movement. Every time a communist movement takes power, Democratic congressmen say it will be fair, progressive, enlightened. Le problème, c'est que sur ces retransmissions télé, on ne voyait que la personne qui parlait. On ne voyait pas que l'hémicycle était vide. Les démocrates étaient furieux. Gingrich remettait publiquement en cause leur patriotisme alors qu'il n'était pas là pour lui répondre. The gentleman said he was willing to engage in debate. Now he's willing to engage in debate when the members are not here. My personal opinion is this. You deliberately stood in that well before an emptied house and challenged these people, and you challenged their Americanism. And it's the lowest thing that I've ever seen in my 32 years in Congress. La plupart des dirigeants républicains l'ont d'abord pris pour un fou. Il faisait de la politique de bas étage.
Puis ils l'ont vu monter au sein du parti et mettre sa stratégie en œuvre. Et là, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, que ça marchait et qu'il plaisait à la base des électeurs. Newt Gingrich a posé une des premières pierres de la radicalisation de la droite. Sa méthode agressive et sans précédent a porté ses fruits. En 1994, dans l'Amérique de Bill Clinton, il est le leader de son parti à la Chambre et va mener les Républicains vers la victoire aux élections législatives. Pour la première fois depuis 40 ans, les Républicains remportent la Chambre des représentants. La stratégie de la division et de la manipulation a payé. I think what's happening is different. It's not a Republican victory. It's not a Democratic victory. It is the American people making a set of choices. Si dans les années 80-90, Newt Gingrich a posé les premiers jalons d'une révolution conservatrice sur le terrain politique, à la même époque, se préparait une autre offensive. Cette fois-ci sur le terrain judiciaire, avec en ligne de mire les tribunaux et la Cour suprême, véritable bastion du pouvoir américain. Big breaking story here within the past hour. The U.S. Supreme Court has decided to overturn Roe v. Wade in a 5-4 vote. It is a major decision that will change laws across our country and impact women's access to reproductive care. Une offensive qui se répercute aujourd'hui sur le droit des femmes à disposer de leur corps. En 2022, le droit à l'avortement a été démantelé par la Cour suprême. 9 juges nommés à vie qui peuvent faire et défaire les grands acquis sociétaux de l'Amérique. On ne se figure pas toujours l'immense pouvoir de la Cour suprême. Un président est là pour 4 ou 8 ans, un juge de la Cour suprême siège à vie. Ce qui distingue vraiment la droite de la gauche, c'est qu'elle n'hésite pas à investir le champ de la justice pour mener son combat politique. Ce combat politique orchestré dès les années 80 sera porté par une organisation qui lui est dédiée, la Federalist Society. La Federalist Society a été créée au début des années 80 par des étudiants en droit de Harvard et de l'Université de Chicago. Mais c'est au sein du département de la justice de Reagan qu'elle a vraiment pris de l'essor. Il faut s'imaginer ces jeunes issus d'un milieu conservateur et religieux qui débarquaient sur les campus américains dans les années 80. Il y avait les militants pour les droits des femmes, les militants pour les droits gays et lesbiens. Quand on sortait de ce cadre très conservateur, qu'on était encore tout jeune, à peine 20 ans, cela pouvait être vécu comme une menace. Most of the students are liberal, but I believe that their ideas can be changed. They're simply mimicking what they've learned. They don't know why they believe what they do. The Federal Society was designed to try to fill that need, to develop a discussion of conservative ideas about law. Pour la Federalist Society et ce type de groupe d'influence, c'était un moyen de repérer dans les associations du mouvement, présentes dans les universités, les étudiants de tendance conservatrice les plus prometteurs et de les mettre en contact avec les personnes qui pourraient leur offrir les bons tremplins, les bons postes d'assistants de justice dans les tribunaux, les bonnes recommandations, les bons cabinets d'avocats, pour qu'ils parviennent jusqu'à la Cour suprême. Well, I am very pleased to announce that I will nominate Judge Clarence Thomas to serve as Associate Justice of the United States Supreme Court. 10 ans après sa création, la Federalist Society place son premier membre à la Cour suprême sous George Bush. Mais un homme va renforcer le pouvoir de l'organisation. Good afternoon. My name is Leonard Leo, and I am National Lawyers Division Director of the Federalist Society. L'un des soldats les plus efficaces dans cette guerre menée pour le pouvoir judiciaire a été Leonard Leo. Leonard Leo était un homme très conservateur, très catholique, comme beaucoup de membres de la Federalist Society.
Leonard Leo, vice-président de l'organisation, va passer plus de 25 ans à pousser les tribunaux vers la droite. Mais il faudra attendre l'association avec Donald Trump pour accélérer le mouvement et voir triompher l'idéologie conservatrice au sein de la Cour suprême. C'est l'un des principaux artisans de la liste des juges candidats à la Cour suprême dont Trump s'est servi pour s'assurer le soutien de la droite religieuse. Supreme Court judge. So, as you know, I have a list of 20. I've gone through them. We've met with numerous candidates. They're outstanding in every case. They were largely recommended and highly recommended by Federalist Society. Le pacte conclu entre Donald Trump et les conservateurs religieux, c'est qu'il devait accepter de ne nommer à la Cour suprême des États-Unis que des juges approuvés par les responsables conservateurs proches de Leonard Leo. En échange, Donald Trump a récupéré près de 25% des voix de la droite religieuse à l'élection présidentielle de 2016. L'ancien président a tenu sa promesse. Les 3 juges qu'il a nommés sont tous jeunes et issus des rangs de la Federalist Society. La Cour suprême a basculé pour des décennies dans le camp conservateur. 1 an après l'avortement, c'est la politique de discrimination positive qui est supprimée en juin 2023. D'autres parlent d'une possible remise en cause du mariage gay. Le démantèlement des grands acquis sociétaux est en marche. Le système judiciaire sous Trump, c'est la Federalist Society qui ne dit pas son nom. Alors le plus dangereux à mes yeux, et ce qu'ils peuvent revendiquer comme leur plus grande victoire, ce sont les décisions à venir. La droite radicale a su capturer le pouvoir judiciaire et imposer ses méthodes. Mais il lui fallait une armée d'électeurs, de militants et d'élus pour élargir son emprise sur le Parti républicain et poursuivre sa conquête. Et c'est ce que va apporter le Tea Party en 2008. Avec le Tea Party, il est devenu évident que le Parti républicain virait vers la radicalisation et basculait même dans une logique anti-système. C'est là qu'a commencé la mutation du parti, depuis la base, en ce qui est aujourd'hui le Trumpisme. Ce sont les soldats du Make America Great Again. C'est d'abord contre le sauvetage de Wall Street avec de l'argent public, en pleine crise des subprimes, que ces Américains descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Des hommes et des femmes qui voient dans la politique d'Obama un socialisme anti-américain. Au départ, le mouvement de contestation était dirigé contre la politique économique et fiscale d'Obama. Mais ce qui a vraiment unifié le Tea Party, c'était la haine du président et la peur du déclassement. Is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible? Tonight is your answer. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled states. We are and always will be the United States of America. I cannot stress enough. Il faut comprendre le bouleversement sans précédent que cela a représenté pour une partie de la population, en l'occurrence les Blancs chrétiens, qui se trouvaient au sommet de toutes les hiérarchies sociales, politiques, culturelles, depuis 200 ans, et qui ont connu tout à coup, en l'espace d'une génération, une telle remise en question d'abord de leur majorité électorale, puis de leur statut social. Pour le Tea Party, c'était une menace existentielle. Je suis en train de perdre mon pays. Il y a de quoi sortir les gens de leur lit un samedi matin. Ces citoyens du Tea Party sont des dizaines, voire des centaines de milliers pendant près de 2 années à battre le pavé.
Mais ce qui va réellement renforcer la révolte populiste, c'est le soutien apporté par de puissants financiers qui vont y voir leurs intérêts. Ils ont reçu énormément de dons de milliardaires libertariens anti-impôts et anti-régulation qui pensaient financer une armée libertarienne anti-impôts. Parmi ces donateurs, le soutien des frères Koch est sans précédent. PDG d'une multinationale du secteur pétrolier et chimique, ces milliardaires libertariens, anti-État, qui prônent un libéralisme radical, ont financé et construit une galaxie de plus d'une centaine de fondations comme personne avant eux. Avec pour navire amiral la fondation American for Prosperity. 5 years ago, my brother Charles and I provided the funds to start the Americans for Prosperity. And it's beyond my wildest dreams how AFP has grown into this enormous organization of hundreds of thousands of American citizens. Au cours des années 2000, Charles Koch a constitué un vaste réseau de donateurs qui partageaient ses convictions et ses objectifs politiques. Aux dernières nouvelles, on comptait près de 700 de ces donateurs, versant chacun $100 000 minimum par an. Ils ont financé le développement de groupes Tea Party dans tout le pays. Et ils en ont fait les soldats qui leur manquaient pour défendre leurs idées sur le terrain, au plus près des électeurs. Marx, Lenin, and Stalin light. That's what we have in Washington right now. Koch a fourni des bus pour que les militants aillent dans les meetings et fassent plus de bruit que les démocrates. L'alliance entre ces milliardaires ultralibéraux et le Tea Party démultiplie la force de la droite radicale. Et ces idées autrefois marginales gagnent à la fois le grand public et les électeurs républicains. Face à cette dynamique, les élus républicains les plus radicaux comprennent leurs intérêts. S'appuyer sur cette colère pour remporter les élections législatives de 2010. Aux élections de mi-mandat de 2010, une armée de conservateurs, de républicains, s'est mobilisée pour récupérer la majorité à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Ils ont joué sur toutes les peurs, sur toutes les colères. Et comme Gingrich dans les années 80, ils ont fait valoir que, pour gagner, le parti devait pousser le curseur, se montrer plus extrême dans ses convictions et dans ses actions. Et ça a marché. Ils ont récupéré la majorité à la Chambre des représentants. On ne le souligne pas toujours assez, mais depuis 2010, les républicains ne sont plus du tout représentés par les mêmes personnes au Congrès. Les élections de 2010 étaient les premières avec le Tea Party, et elles ont été triomphales pour les républicains. Cela a fait entrer au Congrès une nouvelle vague de responsables politiques dont certains se réclamaient clairement du Tea Party. En 2011, ces nouveaux généraux issus du Tea Party prennent donc leur quartier au Congrès. De Rand Paul à Ted Cruz ou Marco Rubio, avec eux, les républicains accélèrent leur mutation vers le populisme et le repli sur soi. Le parti de Reagan était pro-immigration, libre-échangiste et interventionniste. Il se laisse tenter aujourd'hui par l'isolationnisme et s'affiche de plus en plus anti-immigration. Et cette frange dure du parti républicain peut compter sur une formidable caisse de résonance pour faire valoir ses idées. Fox News. Fox News joue un rôle très important dans la métamorphose du Parti républicain et dans l'avènement de Donald Trump. C'est la tribune par excellence. C'est une chaîne qui est en dehors des circuits du New York Times, du Washington Post ou de CNN. C'est un moyen de communication direct fait par et pour les républicains. Je suis convaincu que sans Fox News, on n'aurait pas eu Trump. On n'aurait pas pu élire un homme qui ment autant.
La chaîne a été à l'avant-garde des fake news, en prétendant qu'elle traitait l'information de façon juste et équilibrée, et que c'était les autres qui répandaient des fausses informations. Et à force, tous ceux qui voulaient y croire y ont cru. Une des fake news les plus emblématiques fut celle dite du mouvement des birthers, un mouvement qui éclot dans les années 2010. Ses sympathisants, proches du Tea Party, remettent en cause la nationalité américaine d'Obama. Et tous les moyens sont bons. Une méthode détournée pour contester son droit à être président des États-Unis. Que Barack Obama ne soit pas né aux États-Unis n'a jamais été ni plausible ni crédible. Ce n'était que le rêve délirant d'une certaine droite. Et plutôt que de le relater comme tel, Fox News l'a encouragé en offrant un porte-voix à quelqu'un comme Trump. It's time to turn to Donald Trump, who joins us every Monday at this time. Good morning to you, sir. Good morning. Why can't he produce a birth certificate? And by the way, there's one story that his family doesn't even know what hospital he was born in. Donald Trump, welcome back. It's Monday. It's time for you. These are people that want to see a birth certificate. They want to know that the president was born here. The fact is, if you're not born in the United States, you cannot be president. Trump passait bien à la télé. Il amusait la galerie. Il aimait sortir des énormités pour créer la polémique. En adoptant la cause des birthers, Donald Trump a signifié au Tea Party qu'il était leur homme. En faisant sienne certaines des idées les plus radicales, les plus anti-système et anti-institutions, il est devenu le chouchou de la base du mouvement. Un mensonge si bien mené qu'en 2011, près de 40% des républicains pensent que Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Un mensonge qui oblige donc le président à se justifier. I have to say that over the last 2.5 years, I have watched with bemusement. I've been puzzled at the degree to which this thing just kept on going. We've had every official in Hawaii confirm that, yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961, in Kapiolani Hospital. We've posted the certification that is given by the state of Hawaii. We got big problems to solve, and I'm confident we can solve them, but we're going to have to focus on them, not on this. Thanks very much, everybody. Sur la façon dont l'équipe d'Obama a réagi aux birthers et à Trump à cette époque, j'ai l'impression, de ce que m'ont dit des proches et des moins proches, qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et pour cause. C'était absurde. En fait, c'est un point faible des démocrates. Ils ont tendance à croire que la vérité s'imposera d'elle-même, qu'accomplir de bonnes choses et mettre de bonnes politiques en œuvre, c'est suffisant. Ce que Trump et d'autres républicains comme Gingrich ont compris, c'est que ce qui compte, c'est le marketing, l'emballage. Pas les idées politiques. Donald Trump. Good morning to you, Donald. Good morning. So I thought that you might be... Fox News a donc donné à Trump la légitimité politique qui lui manquait et l'a crédibilisé auprès des électeurs républicains. À la veille des élections de 2016, la droite radicale et populiste a donc son style, son média et son armée d'élus et d'électeurs de plus en plus mobilisés et radicalisés. Un vrai tremplin pour les primaires de l'élection présidentielle de 2016, pour celui qui a su être là au bon moment, au bon endroit. Quand il débarque en 2016, Trump est loin d'être seul en lice. Mais il se démarque des autres candidats. Il n'est pas du sérail politique. C'est un fort en gueule. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. The weakest person on the stage by far on illegal immigration is Jeb Bush. They come out of an act of love, whether you like it or not. He is so weak.
on illegal immigration, it's laughable, and everybody knows it. J'ai trouvé ses propos choquants. Tout ce qu'il a dit sur les autres candidats était totalement déplacé. Il piétinait toutes les règles. Mais les gens ont marché, ils ont accroché. Les républicains n'ont pas vu venir Trump. Ils l'ont pris pour un clown, l'ont sous-estimé. I'm going to bring jobs back from Mexico and from Japan, where they're all, every country throughout the world. We have to make our economy grow again. We're dying. This country is dying, and our workers are losing their jobs. À ce moment-là, beaucoup de gens, notamment dans l'Amérique rurale et dans l'Amérique des classes populaires, avaient le sentiment d'avoir été abandonnés par les deux grands partis traditionnels. Et ils se sont identifiés à Trump. Les divisions de la société américaine sont une arme pour lui. La division sert ses intérêts. La polarisation lui permet d'arriver à ses fins. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. 30 ans après Newt Gingrich, la droite radicale et populiste est parvenue au sommet, à la Maison-Blanche. Si Donald Trump a su saisir la direction que prenait le parti, cette droite a trouvé en lui son meilleur argument de vente et le leader qui lui manquait. On espérait tous qu'une fois président, sans aller jusqu'à unifier le pays, il ne chercherait pas, en tout cas, à remuer le couteau dans la plaie. Je ne sais pas comment on a pu croire une chose pareille. Très vite, il a pris un couteau de boucher et l'a remué dans toutes les plaies de l'Amérique. Et Charlottesville a été le premier signe qui annonçait très clairement ce qui allait suivre. 6 mois après le début du mandat de Donald Trump, l'épisode de Charlottesville marque la première manifestation visible de la victoire de la droite radicalisée au sommet de l'État. Ce jour-là, des militants sont venus en masse pour protester contre le déboulonnage d'une statue, celle du célèbre général Lee, sécessionniste et esclavagiste. Je vis ici depuis 53 ans, et c'est la pire des nuits que j'ai vécues à Charlottesville, la pire des nuits. C'était un vendredi. J'habite dans une des maisons qui donne sur le lawn de Jefferson. Ils sont entrés dans le campus par l'arrière et ils ont défilé sur le lawn avec leurs torches à huile. C'était une référence évidente au défilé nazi de l'Allemagne des années 30. C'est cette ambiance qu'ils voulaient recréer. Et c'était aussi effrayant que ces défilés, parce que ces hommes, car je n'ai vu que des jeunes hommes d'entre 20 et 30 ans, avaient tous le visage déformé par la haine. Ils hurlaient des choses horribles, des slogans nazis. Les Juifs ne nous remplaceront pas. Il y en a même un qui criait « au four ». Le lendemain, les affrontements se multiplient entre les manifestants antifascistes et les sympathisants de droite extrême. David Duke, l'ancien leader du Ku Klux Klan, est même présent. I believe that today in Charlottesville, this is a first step toward making a realization of something that Trump alluded to earlier in the campaign, which is this is the first step toward taking America back.
L'épisode de Charlottesville va se solder par la mort d'une militante pacifiste et 19 blessés. Ce qui n'empêchera pas Donald Trump de réagir aux événements en cultivant l'ambiguïté. Excuse me. They didn't put themselves down as you, and you had some very bad people in that group. But you also had people that were very fine people on both sides. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. You had people in that group that were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name. Thank you. Thank you. Then he can't quite help himself. Il a botté en touche en déclarant qu'il y avait des gens très bien des deux côtés. Very fine people on both sides. Évidemment, les franges les plus extrêmes du pays ont très bien compris le message de Trump. Et ce message, c'était « Je vous entends, vous êtes avec moi et je suis avec vous ». Jamais un président ne leur avait dit une chose pareille, pas dans l'époque récente. C'était envoyer un signal aux groupes les plus radicaux de l'Amérique, leur dire qu'ils n'étaient plus en marge, qu'à la Maison-Blanche, quelqu'un était à leur écoute. Quand un grand parti politique, quel qu'il soit, commence à tolérer, à excuser, à justifier, à courtiser, à accueillir des groupes paramilitaires violents, la démocratie est en danger. Donald Trump a légitimé les milices d'extrême droite dont il a su se faire un allié essentiel. Les événements de Charlottesville marquent donc un premier virage vers l'Amérique du chaos, mais aussi une des premières compromissions des grands leaders du Parti républicain. Les républicains ont été atterrés par la réaction de Trump aux événements de Charlottesville. À cause de lui, ils passaient pour des racistes. Ils étaient associés à des gens que le parti s'était jusqu'alors efforcé de tenir à distance. Ils ont émis des critiques, mais ils n'ont pas coupé les ponts avec Trump. Quelques mois plus tard, ils étaient avec lui devant la Maison-Blanche pour signer sa loi de grande réduction d'impôts. I can tell you I serve with him every day. President Donald Trump is a man of his word. He's a man of action. And with the strong support of these members of Congress, President Donald Trump delivered a great victory for the American people. C'est une vision très mercantile de la politique. La réduction d'impôts contre l'âme de mon parti. Ils n'étaient pas assez prêts à risquer ou à sacrifier leur carrière politique, leurs ambitions et le succès électoral de leur parti pour arrêter Trump. Avec ce pacte, les républicains capitulent. Ils renoncent à l'idée d'endiguer les penchants autoritaires de Donald Trump. Pendant près de 4 ans, le président ne cessera d'enfreindre les pratiques démocratiques, de franchir les lignes rouges. Il est fait comme ça. Son instinct le pousse vers une pratique autoritaire du pouvoir. Il ne croit pas à la démocratie telle qu'elle est pratiquée depuis 200 ans aux États-Unis. Please welcome the President Donald J. Trump. La mécanique du chaos est en marche. Elle atteindra son paroxysme le 6 janvier 2021 au Capitole. Ce jour-là, le tribun Donald Trump, qui refuse sa défaite face à Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020, galvanise les foules. Son but, empêcher la validation des résultats du vote au Congrès, qui se tient à quelques mètres de là. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. USA! 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 If you went over there and stood the line, if you went over there...
Pour moi, le moment où notre démocratie a été la plus menacée, c'est le 6 janvier, le jour où une foule chauffée à blanc par Donald Trump et ses partisans a violemment refusé le résultat d'élections libres et sincères en forçant l'entrée du Capitole. And trying to get into the Capitol. What the fuck is wrong with that shit? What the fuck is wrong with that shit? What the stop that shit? Des gens ont appelé à pendre Mike Pence, le vice-président. On n'avait jamais vu ça. Le personnel politique est aujourd'hui menacé. Physiquement menacé. Breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol. We've seen shocking images of chaos, rioters rushing past barricades and police up the Capitol steps. La plupart des responsables républicains ont été horrifiés par les violences du 6 janvier. Pendant 1 ou 2 jours, ils se sont dit qu'il fallait vraiment se débarrasser de Trump. Et puis ils ont épluché les sondages, ils ont regardé vers où soufflait le vent, et ils se sont rendus compte que la base le soutenait toujours, et que l'heure de l'affrontement avec lui n'était donc pas encore venue. Il a prouvé par le passé qu'il pouvait être rancunier et se venger de ceux qui lui résistaient. Il le prend toujours comme un affront personnel. Je crois que quelque part, les gens ont peur de le défier. C'est un des secrets de son pouvoir. Dans ses mémoires, Mitt Romney dit quelque chose que d'autres républicains retirés de la vie politique m'ont dit aussi. À savoir que ce n'est pas tant par lâcheté politique que beaucoup de républicains n'affrontent pas Trump, mais par peur des représailles physiques. Ils ont véritablement peur de ce qui pourrait arriver à leur famille, à leurs enfants, à leurs amis, s'ils s'attiraient les foudres de la base républicaine. Par certains aspects, on retrouve des traits de l'Europe des années 1920-1930 dans la base électorale de la droite américaine actuelle. Durant le mandat de Donald Trump, le Parti républicain est donc passé du parti de l'ordre à celui de l'insurrection. Il a accompagné les dérives antidémocratiques de l'ancien président dans un silence assourdissant, qui inquiète pour l'élection de 2024. Pour les prochaines présidentielles, qui est le favori du parti? C'est Donald Trump, évidemment. On peut faire des spéculations, se demander si les républicains vont enfin se décider à changer. Mais la réponse est clairement non. Trump reste la vedette du parti. C'est dire le degré de radicalisation. If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. En 2024, les républicains sont donc en ordre de bataille derrière Donald Trump, dans une Amérique de plus en plus divisée. D'un côté, l'Amérique plutôt rurale et républicaine. De l'autre, celle des côtes et des grandes villes acquises aux démocrates. Deux Amériques si lointaines que certains membres de la droite nationaliste en profitent pour faire ressurgir les démons de la sécession. Au Texas, Daniel Miller, président du mouvement nationaliste pour l'indépendance, est l'un d'eux. Ça fait l'effet d'une bombe quand Survey USA a publié les résultats d'un sondage réalisé au Texas. Il en ressortait que 60% des électeurs et 66% de ceux qui se déplaceraient pour voter se prononceraient pour l'indépendance en cas de référendum. Il y a toujours eu le sentiment, je crois assez ancré chez les Texans, que l'État fédéral est totalement déconnecté de leur réalité. Pour les Texans, Washington et le gouvernement fédéral sont très loin, mais bien trop intrusifs. I think I overdressed. Where's the camo?
that relegated us from being a state to being merely an administrative province of an out-of-control system in D.C. Yeah. We are the real Texans. We are the people. Yeah. This rally is not an end. This rally is just the beginning. Yeah. For some of us, it is the middle of the journey. But from this day forward, let the people, the would-be tyrants in the parliament, let them be on notice that we will not stop, we will not back down until we see Texas free and independent. Et au Texas, le combat pour la sécession prend de l'ampleur. Pour la première fois, le Parti républicain texan a adopté dans son programme en 2022 l'exigence d'un référendum sur l'indépendance. Le Texas conserve le droit de faire sécession des États-Unis et l'Assemblée législative du Texas devrait être appelée à organiser un référendum en ce sens. Dans d'autres États, l'idée de sécession se propage aussi. Dans l'Illinois ou l'Oregon. Ce désir de désunion trouve même un écho au niveau national. David Riboy, stratège du think tank ultra-conservateur The Claremont Institute, caution intellectuelle du Trumpisme, en est un des théoriciens. Pour le New York Times, le Claremont Institute est le groupe de réflexion de droite le plus influent. Il y a quelques années, j'ai écrit un article qui s'appelait « Le divorce national sera cher, mais il en vaut le coup ». Le divorce national, ou pour être plus clair, l'éclatement des États-Unis, est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ça n'arrivera pas demain ou l'année prochaine, mais tout ce que l'homme crée finit par disparaître. Il s'agit avant tout d'inviter l'Amérique républicaine à réfléchir à l'autonomie économique et culturelle et aux moyens de l'obtenir. L'Amérique est extrêmement polarisée. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qui unissent la gauche et la droite dans ce pays pour ce qui est des valeurs fondamentales. En fait, je pense que nous sommes en pleine guerre civile froide. C'est un conflit idéologique. Toute la question, c'est quelle vision du monde va réussir à l'emporter. Est-ce que ce sera celle de la gauche ou celle de la droite? Marjorie Taylor Greene a pris les choses en main avec d'autres politiciens. And in 2022, I'm going to blow away the Democrat socialist agenda. Marjorie Taylor Greene fait partie des députés influents de l'aile dure du Parti républicain. Il faut prononcer le divorce national, séparer les États de droite des États de gauche et réduire la place du gouvernement fédéral. Last thing I ever want to see in America is a civil war. No one wants that, at least everyone I know would never want that. But it's going that direction, and we have to do something about it. If Democrat voters choose to flee these blue states, well, once they move to a red state, guess what? Maybe you don't get to vote for 5 years. You can live there, you can work there, but you don't get to bring your values. Je ne pense pas que la sécession soit une vraie menace aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que les médias d'infodivertissement et les politiciens de la droite dure ont compris que c'est un thème qui nourrit la colère de la base républicaine et auquel les électeurs sont sensibles. Et ça, c'est un problème. Marjorie Taylor Greene, comme Lauren Boebert ou Matt Gaetz, sont les figures emblématiques d'un mouvement qui compte des dizaines d'autres républicains à la Chambre des représentants. Ils sont tous à la fois les figures de la nouvelle droite républicaine et les enfants politiques de Trump. Et ils ont déjà menacé de mettre le pays en défaut de paiement et de couper les soutiens financiers à l'Ukraine.
I'm here as a member of the House Armed Services Committee to say that the days of endless cash and military materiel to Ukraine are numbered. Quand la majorité à la Chambre des représentants est l'otage d'une minorité décidée à tout bloquer, et qu'en conséquence, rien ne peut se faire, cela nuit à l'économie des États-Unis, cela nuit au prestige et au pouvoir du pays dans le monde, et cela pourrait rapidement nous empêcher de venir en aide à l'Ukraine, ce qui est loin d'être négligeable. All right. Thank you so much, everybody. Thank you. Le but de cette frange radicale, je crois qu'on peut dire sans exagérer que l'aile radicale du Parti républicain, que le mouvement Make America Great Again, est devenu nihiliste. Ils veulent abattre le système. Le but, c'est de tout mettre par terre. C'est le chaos. C'est une entreprise de démolition, comme l'a formulé un de mes collègues. L'objectif n'est pas de réduire le déficit de tant de milliards de dollars, de mettre en œuvre telle ou telle politique. En soi, la politique est très secondaire dans tout ça. Le but est simplement de faire exploser le système, au prétexte qu'il est cassé depuis longtemps. L'idée, c'est vraiment de finir le travail. En 4 décennies, la droite radicale américaine est passée de la marge au centre du jeu politique. Elle a su s'emparer un à un des pouvoirs sur les terrains politiques, judiciaires ou médiatiques. Donald Trump a été un formidable accélérateur de particules. Grâce à lui, cette droite ultra a fait main basse sur la Cour suprême. Elle est désormais l'arbitre des grandes décisions du Congrès. Et avec lui ou l'un de ses héritiers, elle pourrait demain pousser l'offensive plus loin encore, plus forte et plus menaçante que jamais.